Ce soir, au Nouvelle nationale d'APTN, une professeure cherche à faire revivre la langue Wendat. Le gouvernement du Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux réalités autochtones. Après les retards liés à la pandémie, l'expédition des Premières Nations est en route. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. La décennie des langues autochtones rappelle d'honorer ces langues ancestrales, l'importance de les sauvegarder. Mais pour la nation Huron-Wendat, cela représente de faire revivre sa langue, le Wendat. Megan Lukaniec est ce pont qui transmet la langue de ses ancêtres à cette génération présente et à venir. Voici un reportage de Shushan Bacon. Donc, les Jésuites étaient vraiment présents ici au Québec, en Ontario, ce qu'on appelle aujourd'hui Ontario, Wendat. Megan Lukaniec est Wendat. Même si la linguiste est originaire du Connecticut aux États-Unis, elle est spécialisée en langue Wendat. Ça me rend un peu émotionnelle, mais j'espère que les enfants n'auraient pas besoin de se battre pour avoir la langue, pour l'apprendre. Pour l'occasion, au Cercle des premiers peuples à l'Université Laval, elle donne une conférence sur cette langue jadis maîtrisée par la nation Huron-Wendat. Pour elle, la faire revivre est primordiale. Selon Lukaniec, la langue Wendat a vécu une interruption totale vers la fin du 19e siècle. Un peu plus d'une centaine d'années de rupture dans la transmission de cette langue entre les locuteurs. Elle ajoute que les défis sont nombreux. Seulement quelques centaines de personnes parlent un peu Wendat. Aucun ne le parle couramment. Si je ne trouve pas une réponse à une de mes questions, j'ai personne à qui je pourrais poser cette question-là. Je ne peux pas aller tourner vers ma grand-mère puis lui poser cette question-là. Lukaniec confie que la reconstruction de cette langue passe par la documentation d'archives, l'analyse comparative avec d'autres langues apparentées et l'étude de manuscrits provenant des Jésuites. C'est dur, c'est dur. C'est pas... Tu sais, je me rends compte tout le temps que ces manuscrits qui ont été créés par les Jésuites, la plupart, ces manuscrits n'ont jamais été créés pour nous. Ils ne s'attendaient jamais à avoir quelqu'un comme moi en train de les étudier, puis de faire ce qu'ils ont fait dans notre nation. Lukaniec dit qu'une langue définit ce que nous sommes et que le travail qui est fait par la communauté est un processus de guérison. Pour elle, Wendake a la volonté de se réapproprier sa langue. On est en train de défaire toute la violence qu'ils ont causée, tout ce qu'ils ont causé dans nos communautés. C'est ça qui est en arrière de la revitalisation d'une langue. Ce n'est pas juste une question de langue, de moyen de se communiquer. C'est de retourner à nos racines, de retourner à qui on était et qui on est toujours. En Wendat, comment ça va? Ça se dit Askenonia Ishias. Askenonia Ishias. Yeah, Yandehahine. Il y a des centaines de personnes dans la communauté de Wendat qui ont suivi des cours de langue Wendat, soit des cours pour adultes au CDFM, soit des cours à l'école primaire, l'école Wahta, ou soit des cours au CPE ORAC. À l'école primaire de Wendake, la transmission de la langue Wendat est prise en main. Laurence Dussault, professeure de langue Wendat, a monté un nouveau curriculum qui vise à ce que des élèves de 6e année puissent faire des phrases complètes. Pour cette année, il y a le préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, première année, deuxième année, qu'eux autres vont avoir 1 heure par semaine. Puis, à partir de l'année prochaine, là, on veut intégrer les 3-4 et ensuite, et ainsi de suite, là, pour vraiment que ce soit comme, c'est progressif. Askenonia Iyes. Askenonia Ishias. Parler Wendat couramment est un rêve partagé à Wendake. Raviver cette langue sera un grand défi. Mais c'est quelque chose que les intervenants ici sont prêts à relever. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Le gouvernement du Québec a récemment lancé une nouvelle campagne de sensibilisation aux réalités autochtones.
La première phase a comme but d'introduire les Québécois allochtones aux 11 nations autochtones au Québec. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Je suis là. Me vois-tu? Cette vidéo, réalisée par la cinéaste Mohawk Sonia Bonspiel, est la première étape dans la campagne de sensibilisation autochtone du Québec, quelque chose dont la province a désespérément besoin, selon le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. C'est triste à dire, mais quand je fais ma tournée dans les écoles, j'apporte toujours la carte du Québec avec les 55 communautés, les 11 nations, et pour plusieurs, c'est un réveil. Alors j'espère que ça va faire la même chose. Moi, je vois ça comme une amorce. La campagne cherche à répondre à une des recommandations du rapport de 2020 par le Groupe d'action contre le racisme du Québec, éduquer les Québécois sur les réalités autochtones. Nous sommes 11 nations distinctes, 11 langues où naissent nos identités. Le gouvernement a collaboré avec des experts autochtones, tels que l'historien Médéric Sioui, pour créer la vidéo. C'est comme si on disait toujours les Européens, au lieu de parler des Français, des Anglais ou des Italiens. Juste à dire ça, on voit bien qu'il y a un monde de différence entre ces différentes nations-là. C'est la même chose pour nous. Il dit que la reconnaissance de la diversité autochtone est primordiale pour comprendre pourquoi l'autodétermination est si importante. On a nos propres voies de faire les choses à nos façons. Et je pense que c'est ça le plus grand enjeu, c'est de respecter notre autodétermination et nos façons de faire les choses. Philippe Meyer travaille pour Montréal Autochtone. Il dit que la sensibilisation est clé pour les relations avec les Autochtones. Et je trouve que ça représente bien des petites impressions de les différences que nous avons. C'est vraiment important parce que justement cette idée-là de monolithique des Autochtones, ça nous cause des torts parce qu'on a chacun des besoins vraiment différents. Alors qu'il était heureux que le gouvernement ait travaillé avec les Autochtones sur une campagne à leur sujet, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais l'étape d'après, c'est vraiment plus que chaque Québécois qui est en position de partager du pouvoir avec une personne autochtone, que ce soit un fonctionnaire, un policier ou même un enseignant qui a un enfant autochtone, d'avoir la sensibilité, en fait, de ne pas nous traiter comme une autre personne qu'un être humain, d'être curieux à notre personne aussi, puis pas juste nous voir comme des personnes autochtones. Et c'est le début de quelque chose. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'Apétienne, Montréal. Au retour, on se souvient de l'ancien lutteur Mohawk Billy Two Rivers. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'Apétienne. Au Labrador, une enquête sur le traitement des Inuits dans le système de protection de l'enfance a commencé après 6 ans de retard. Un reportage d'Angel Moore. L'objectif de cette enquête est de permettre à la nation Innu de savoir ce qui est arrivé à ses enfants après avoir été confiés au système de la protection de la jeunesse. L'aînée Elizabeth Penishew s'est exprimée en prière. For a long time, Innu have suffered. Les Inuits affirment que les jeunes qui ont été déplacés pour être pris en charge par la province ont perdu leur langue et leur culture. 3 d'entre eux se sont même suicidés. Pendant des années, la nation Innu a exigé des réponses. Il y a 6 ans, la province a annoncé la tenue d'une enquête, mais celle-ci a été retardée en raison des défis organisationnels et de la pandémie. Le commissaire principal sera James Iglo-Iorte. We understand that what we have to do today and until this inquiry is done must be the Innu way. La nation Innu, qui compte plus de 3000 habitants au Labrador, comprend 2 communautés principales, Sheshachoué et Natwashesh. The Innu themselves and the governments recognize that the care of children should belong to your community. Les autres commissaires, Anastasia Cupey, ancienne grande chef de la nation Innu, et David Levine, professeur de travail social à la retraite, entendront les témoignages et formuleront des recommandations de changement. Ils enquêteront également sur les circonstances qui ont mené au décès de 3 jeunes. We see that in our communities what child protection
my child protection system has done to us. We see it in our children. Lors de la première semaine, les audiences ont porté sur l'histoire des Inuits et les effets du colonialisme. L'enquête, d'un coût de 4 millions de dollars, devrait prendre 18 mois. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'OPTN, Halifax. L'aîné Mohawk Billy Two Rivers est décédé la semaine passée. L'homme de 87 ans est allé rejoindre le monde des esprits dans sa communauté de Kahnawake après une longue maladie. Il a été connu comme lutteur, acteur, puis négociateur pendant la crise d'Oka. Two Rivers a connu une vie remarquable. En 2019, il s'est entretenu sur son passé avec Tom Fenario. Voici ce reportage. Over here, this is one of the outfits that I wore when I was wrestling. Le nom Billy Two Rivers est connu dans le monde entier, principalement pour les amateurs de lutte de longue date qui se souviennent de ses 24 ans dans le ring. So you never played a bad guy? No. Okay. I didn't have a choice. They loved me. Yeah. No. Monsieur Two Rivers a fait ses débuts en 1953 après avoir été entraîné par un autre lutteur Mohawk, Don Eagle. Il a combiné un style de lutte féroce à des costumes traditionnels colorés pour voyager dans le monde. Des spectateurs au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis sont tous venus l'encourager. En fait, la plupart d'entre eux. Juste avant un match en Allemagne, un spectateur a critiqué Billy Two Rivers en lui disant qu'il portait un costume pan-autochtone non authentique. M. Two Rivers a ensuite expliqué que, même s'il est lui-même Mohawk, il était fier de porter des bottes fabriquées par des Huron-Wendat et une coiffure offerte par la tribu des Bloods en Alberta. He said, "What is this?" He says, "You're not." He says, "You don't. You're not Indian. What are you?" I said, "Yeah, I'm Indian. I'm a native North American Indian." He says, "Well, what are you dressed like this for?" I says, "Because I'm an ambassador and I represent the people across the country." Mais le fait d'être ambassadeur n'a pas suffi à lui donner un sentiment de sécurité lorsqu'il s'agissait de lutter dans des endroits comme Belfast à la fin des années 60. At night, the soldiers would come out with darkened faces. They'd stand in a corner not to be seen, waiting for the rebels or something. And the greatest concern I had is that they're going to put a bomb underneath the ring or something, you know. Ce ne serait pas la dernière fois de sa vie que M. Two Rivers se retrouvait dans une zone militarisée. Got a call about 5:30, almost 6 o'clock, and it was Joe, and he says, "Billy," he says, "the bridge is blocked." I said, "What?" He says, "Yeah," he says, "the Mercier Bridge is blocked." Après avoir terminé sa carrière de lutteur au milieu des années 1970, il est devenu chef du conseil Mohawk de Kahnawake. Il faisait partie du groupe de direction chargé de négocier la paix après que Kahnawake eut barricadé le pont Mercier pour appuyer Kanesatake pendant la crise d'Oka. Et même s'il a voyagé partout dans le monde, il a été témoin pendant l'été 1990 du pire acte de racisme qu'il n'ait jamais vu, juste à côté de chez lui à Montréal. Dans ce qu'on appelle maintenant la pluie de pierre à Whiskey Trench, un convoi de femmes, d'enfants et d'aînés Mohawks quittant Kahnawake ont été bombardés de pierres dans leurs voitures. The fellows going around to the different businesses that were there and says, "Come on out and let's stop these Indians, these people. They didn't care." Après 20 ans au conseil, Two Rivers a pris sa retraite en 1998. Depuis, il a joué dans des films et des émissions comme Mohawk Girls. On a utilisé une photo de lui sur la couverture d'un album de Van Morrison, sans sa permission. Et il a été un aîné pour l'Assemblée des Premières Nations, mais surtout, Billy Two Rivers est fier de ses 9 petits-enfants. Beaucoup d'entre eux parlent avec lui le Kanien'kehá:ka, la langue Mohawk. Il semble aussi qu'elle a hérité son athlétisme. I just want to point out to you, we have a picture on there from a number of pictures where my granddaughter won her championship for Greater Montreal, I believe. Dire que Billy Two Rivers a vécu une vie riche est une évidence. I don't know how much longer I'll be in this world over here. I'm trying to pass everything that I know on to the next generations. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'OPTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Ils sont gros, ils sont poilus, et si vous avez de la chance, vous pourriez en apercevoir un au Yukon.
personne n'a jamais pu démontrer l'existence de cette créature mystérieuse. Un enquêteur sur le phénomène du Sasquatch à Whitehorse a compilé un nouveau recueil d'observations et de rencontres. Un reportage de Sarah Connors. Here we are. Hope he enjoys it. L'insaisissable Sasquatch fascine Red Grossinger depuis 20 ans, à tel point qu'il a rédigé un livre sur le sujet. L'intérêt de cet officier de l'armée canadienne à la retraite a été éveillé après avoir aperçu une grosse créature à 2 pattes pendant qu'il pêchait sur la rivière Takini en 1995. It looked strange to me, so I mentioned that to one of my friends from the Teslin Tlingit Nation, and the lady mentioned quite clearly, well, that's a Sasquatch, a wild man. And this one depicts a Sasquatch sighting on the Magundi River. Depuis, Grossinger a enquêté sur de nombreuses apparitions de Sasquatch au Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique. Bon nombre de ces signalements ont été compilés dans son nouveau livre, le Negaunee, le mot déné pour Sasquatch. Grossinger affirme que l'une des rencontres les plus déconcertantes a eu lieu dans ce quartier de Whitehorse. He became somewhat translucent, and gradually he became transparent. He said at one time he could see the outline. We could see right through, see the bush behind. That still gives me goosebumps when I think about this and talk about that story. Un autre de ces signalements vient de Grant Pauls. Ce membre de la nation Tahltan prétend avoir vu 2 Sasquatch près de cette région, à l'extérieur de Ross River, au Yukon. What shook me is the sheer size of the width of the shoulders. We're probably talking like 4 to 5 feet wide. And, I didn't want to stick around and find out anymore, so I jumped in my truck and raced off. Grant Pauls affirme qu'il raconte son histoire pour que les gens soient au courant. I don't know if they would harm you or not, but it is very disturbing, so I thought that was important to just share. Grossinger explique que, contrairement à Grant Pauls, la plupart des membres des Premières Nations du territoire hésitent à s'exprimer sur la question. But they know a lot more than we do. Pour ce qui est de prouver l'existence du Sasquatch, Grossinger croit que la découverte d'eau ou d'une carcasse pourrait aider à résoudre le mystère. D'ici là, il laisse au lecteur le soin de décider s'il croit ou non à la légende du Negaunee. Not trying to convince anybody at all. I'm presenting what it is, and that's it. If you want to believe it, okay. If not, too bad. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'APTN, Whitehorse. Au retour, le lancement de l'expédition de motoneige des Premières Nations. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Après les retards liés à la pandémie, l'expédition des Premières Nations est en route. Environ 60 personnes ont quitté Manawan jeudi pour embarquer sur un voyage de 4200 km par motoneige vers 16 communautés Premières Nations partout au Québec. Le but consiste à sensibiliser et à réconcilier tous les peuples de la province. Shushan Bacon était là pour le lancement. La voici. Je vous souhaite une bonne expédition à tous les participants. Vous êtes des guerriers pour la réconciliation. Je trouvais l'idée un peu, s'ils ont dit les vraies choses, je trouvais ça un peu fou. 4500 km en motoneige, c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les années. Christian, comment tu te sens matin? Après 2 ans de préparation, c'est le temps de partir en ce moment? Un grand soulagement. Je me sens plus dans mon élément. Comme je disais tantôt, je suis dans mon élément. Sur mon motoneige, je fais des expéditions. J'avais tellement hâte de faire vivre cette expérience-là avec cette gang-là. Parce que c'est sûr qu'ils vont se nourrir d'expérience. C'est sûr qu'on va rencontrer un certain niveau de difficulté. Ils vont ressembler à quoi, les difficultés? Écoute, des fois, c'est l'élément de la fatigue. Parce que faut pas oublier, on va rouler dans des endroits où il va y avoir de la bosse, il va y avoir des terrains qui sont accidentés. On va passer dans des plans d'eau où la technique va être très importante. Mais comme on dit, c'est pas une course, hein, c'est une expédition, il faut y aller.
selon le momentum. Puis il faut aller avec sécurité. Je suis une femme qui aime beaucoup les défis, le challenge, puis aussi d'occuper le territoire et aussi de protéger le territoire et aussi, bien sûr, d'honorer cette cause, de faire pour Joyce. Fait que merci de nous accueillir, puis surtout pas aller trop vite. On va rester en arrière de vous. Je vais mettre une petite corde après vous, vous allez pouvoir nous tirer. Je vais apprendre avec vous, mais merci. C'est important ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un beau message quand je vois tout le monde ici ensemble. Comment tu penses que l'expédition des Premières Nations va influer sur la société québécoise? Bien, écoute, je comprends aussi que c'est sous le signe de la réconciliation. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a déjà des étapes à travers les 2 prochaines semaines où les équipes seront reçues par des municipalités, des communautés non autochtones. Donc, c'est pour moi de très, très bon augure pour la suite, là. Et ça fait partie de plusieurs gestes qui ont été posés à travers les années pour essayer de favoriser le rapprochement, la construction des ponts. Et pour moi, c'est positif sur toute la ligne, là. C'est pas n'importe qui peut faire ce genre d'expédition. Selon toi, est-ce que ça prouve que les Premières Nations occupent le territoire? Ben oui, tout à fait. Puis ils l'ont toujours fait. Ils n'ont jamais cessé de le faire. Et je pense que ça ramène aussi à la surface l'équivalent entre... Ça prend du courage, là. Ça prend de la résilience aussi. Maintenant, que ça soit difficile, ça va être probablement... je te dirais qu'il y a une partie qui va être physique. C'est 325 km, 300 km par jour. Ça peut prendre 8-9 heures à faire par jour. 18 jours consécutifs. À un moment donné, la fatigue va le prendre. Ça va être la fatigue physique qui va être un peu notre ennemi. À un moment donné, comme je le dis dans mon langage, c'est entre les 2 oreilles aussi que ça va arriver. On va sûrement se remettre en question. Pourquoi je le fais? Bien, c'est de se rappeler la base, pourquoi on s'est inscrit, puis pourquoi on est parti. Les organisateurs nous demandent vraiment un traîneau de type carillon, dans le sens que c'est un traîneau qui est très résistant, heavy duty. Ça prend un traîneau qui est comme ça. On a nos équipements de base de survie, que je pourrais dire. Là-dedans, ben là, c'est tout attaché. Ça va être difficile pour moi d'ouvrir, mais ici, on a nos matelas, on a nos sleeping bags de survie. Ils nous ont demandé d'avoir une autonomie en essence aussi, à travers toutes les choses, parce que d'y voir des fois où est-ce qu'on a des longs parcours à faire sans ravitaillement. Bon, ça prend évidemment la paire de raquettes parce qu'on est dans la neige. Si on tombe en panne, ça va prendre les raquettes. Les linges de rechange, des choses de base, des kits de survie qu'on a besoin. Je pense que c'est normal d'avoir peur parce que c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, que moi, personnellement, j'ai jamais fait. On est conscient du froid, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a tout par équipe un équipement de survie. Bon, s'il fait froid, si ça marche pas, on s'arrête, on installe la tente, on se réchauffe, on prend le temps de survivre. Tout l'amour qu'on envoie, c'est de l'amour, c'est de la chaleur, c'est l'être humain. C'est ça la réconciliation. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Emilia Fournier. À tous nos téléspectateurs métis, bonne journée Louis Riel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.